Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse et très touchée d'être parmi vous aujourd'hui. Je ne connais pas la Fondation Déni, je découvre et je dois dire que voilà, mes premières impressions sont quand même assez... voilà, j'ai vu des petites étoiles dans ce que j'ai regardé et dans ce que j'ai entendu. Je voudrais adresser mes remerciements à la Fondation Déni, tout particulièrement à Monsieur Viau, président de la Fondation, et à Martine Duboc. Parce que c'est grâce à Martine Duboc, effectivement, que je suis ici, et son invitation m'honore particulièrement. Alors, j'ai derrière moi une longue pratique en accueil familial. Je dis accueil familial, on dit placement familial aussi, on pourrait en discuter longtemps. Aujourd'hui, je dis accueil familial. Il se trouve que pendant plus de 40 années, j'ai travaillé à l'aide sociale à l'enfance dans un premier temps, puis ensuite en associatif. Je suis éducatrice spécialisée de formation initiale, et puis ensuite, évidemment, j'ai complété ma formation. C'est à partir de mon expérience, mais d'une expérience que je vais situer déjà pratiquement dans les années 80, c'est-à-dire que je vais vous faire remonter un petit peu le temps, et des rencontres très riches qu'il m'a été donné de faire dans ce métier. Rencontres d'enfants et d'adolescents déplacés, des enfants séparés, mais ensuite accueillis, élevés par des familles d'accueil. Et effectivement, mon propos portera effectivement beaucoup sur l'accueil familial. Des familles d'accueil diverses, des assistants familiaux auprès desquels j'ai appris tant de choses essentielles, mais aussi, dans mon expérience, avec des rencontres de femmes et d'hommes blessés, ces parents meurtris par leur propre histoire d'enfance, souvent peu en capacité de faire face à toutes les contraintes et les obligations que génère l'éducation d'un enfant, mais qui m'ont, par leur témoignage et leur présence, puisque j'ai eu la chance d'exercer pendant une quinzaine d'années des visites médiatisées, beaucoup enseigné. Je vous présenterai aujourd'hui le témoignage de mon expérience à partir d'une question qui était posée au départ, mais que deviennent les albums de famille? Avec l'hypothèse que tous les enfants et toutes les familles n'ont pas accès à cet objet si prisé, ce témoignage d'une vie familiale, ce témoignage et cette modélisation dominante d'une famille bourgeoise, ancrée dans un terroir, héritière d'une tradition culturellement homogène, pourvue, dotée d'un récit qui en liait toutes les parties et toutes les générations. Alors c'est pas le cas de tout le monde, évidemment. On n'a pas tous cette histoire-là. Et pas seulement les enfants déplacés. Tous les déplacés connaissent la question de l'exil et donc la question de la perte de la mémoire et des traces et de l'ancrage. Ce modèle dominant, un idéal à atteindre. J'en pose la question. Martin Winkler, dans Légende, Martin Winkler est écrivain, en mars 2002, dit « Les photos de soi au milieu des autres sont à elles seules de petites histoires recomposées. Pour ne pas se dissoudre dans l'écoulement du temps, chaque homme, chaque femme, élabore ses fictions personnelles. Pour se représenter ce qui, dans l'ordre des générations, permet à l'enfant de se situer dans sa propre histoire, dans l'ici et maintenant d'un récit qu'il se fait de ses origines et donc de son avenir, il faut un récit et pas seulement des images. C'est donc quand le récit manque, à partir de cette absence de récit à laquelle une image peut renvoyer, que je voudrais parler des photos et des albums de famille relatifs aux enfants placés. Et je vais vous parler d'une première expérience que j'ai faite dans cet espace dans lequel j'ai atterri, on va dire, au début de ma carrière à l'aide sociale à l'enfance. Au milieu des années 1980, j'ai pris possession, en même temps que d'une responsabilité d'un lieu et d'une équipe de placement familial, je prends possession d'un bureau. Dans ce bureau, il y a un grand meuble qui occupe tout un mur de la pièce. Dans ce meuble, divers documents, des livres d'archives, des années 1950-1970. Les archives sont précieuses à mes yeux. J'ai sûrement de bonnes raisons dans ma propre histoire d'aimer les archives. Dans lesquelles étaient inscrits, selon une logique et un soin très administratif, sous un numéro d'immatriculation attribué à chaque enfant, le nom, le prénom, la date de naissance des enfants accueillis, ainsi que la date de leur sortie et leur destination, suivant qu'ils soient retournés dans leur famille ou orientés vers d'autres lieux.
Ce dernier élément est important. Les enfants orientés dans ce lieu étaient tous très jeunes. C'étaient des enfants entre 0 et 2 ans. Leur sortie intervenait de ce service entre leurs 3 ans et leurs 4 ans, soit qu'ils soient remis à leurs parents, soit que, effectivement, ils soient orientés vers des familles d'accueil en province. C'était l'époque, 1950, où effectivement la tradition de déplacement systématique des enfants ne posait de problème à personne, voire même était tout à fait construite et institutionnalisée. Ce séjour temporaire dans ce placement familial dépendait encore effectivement de l'assistance publique. Par contre, dans ce registre, aucun élément concernant les parents. En ce qui concerne l'identité, l'adresse, les éléments des parents, ils étaient recueillis, souvent de façon très parcellaire, renvoyés au dossier individuel constitué pour chaque enfant. Les admissions étaient alors très nombreuses. J'en ai comptabilisé certaines fois plus d'une centaine par mois. Les retours en famille étaient nombreux aussi. Mais les enfants non repris par leurs parents, une minorité quand même importante, étaient acheminés alors par convoi de 6 à 8 enfants vers les agences de Sens, Auxerre, Châlons-Nevers, Decize ou Cosne-sur-Loire. Alors de la mémoire de ces enfants et de leurs familles, de leur passage en famille d'accueil durant cette toute petite enfance, puis de leur transfert plus loin, dans d'autres lieux, dans d'autres maisons, que restait-il ? Jeune professionnel, j'étais effectivement extrêmement marquée par cette question-là. Alors il y a eu des travaux de spécialistes, ceux de Camille Desmarais par exemple, des traces aussi que l'on retrouvait chez d'anciennes familles d'accueil, des photos sur le buffet, et puis quelques albums aussi. Des souvenirs aussi, qui parfois ressurgissent, d'enfants de familles d'accueil, ou d'enfants d'une école primaire de village, qui, devenus adultes, se souviennent de ces petits, les petits paris, comme on les appelait, dont l'uniforme les distinguait des autres enfants. Il reste aussi une gêne, une sorte de honte tenace, quand au cours d'un échange, ces enfants placés, anciens enfants placés, devenus vieux, ou leurs enfants, ou leurs petits-enfants, s'ils connaissent quelque chose de l'histoire de leur aïeul, évoquent cette trajectoire blessée, cette perte d'une mère, qui a pu être nommée indigne aux yeux de tous, et donc aux leurs également, cette absence de père, qui parfois n'avait même pas été nommé, cette errance de l'enfance ballottée selon les décisions d'une administration très attentive à leur survie. Nous étions dans une logique très hygiéniste, mais pas vraiment concernés par leur construction personnelle et familiale. Ce lieu dont je vous parle, cette agence de placement familial dont l'origine remontait aux années 1920, était donc chargée d'histoire. Une histoire douloureuse de placement d'enfants, avec des modalités si difficiles à imaginer aujourd'hui, qui s'est pourtant prolongée jusque dans les années 70. Fin des années 70. Les placements étaient caractérisés par des ruptures systématisées, avec une discontinuité imposée de façon répétée, y compris à ces très jeunes enfants. Quelques mots encore de cette histoire. Les archives présentes, soigneusement rangées dans le meuble, étaient constituées de ces cahiers d'effectifs, mais aussi d'anciens livrets à l'usage des nourrices et gardiennes des enfants confiés. Et nous retrouvions la trace de pratiques administratives telles que l'attribution d'une prime de survie, si l'enfant était élevé vivant jusqu'à l'âge de 18 mois. Livret administratif 1955. Ces dispositions, ne les critiquons pas trop. Elles étaient en écho avec l'extraordinaire mortalité infantile qui frappait les jeunes enfants placés en particulier, parce qu'ils étaient brutalement séparés de leur mère et qu'effectivement ça avait des effets. Pour lutter contre ce fléau, dès la fin du XIXe siècle, un certain nombre d'hommes politiques et de médecins, tels que Théophile Roussel, la loi de 1874, avaient quand même essayé de faire au mieux. Donc nos politiques, finalement, ne sont pas non plus absents de cette préoccupation, même si leurs moyens ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais dans ce bureau et dans ce meuble, il y avait surtout 2 boîtes à gâteaux. Vous savez, le genre boîte biscuits de Lacre. Voilà. Ces 2 boîtes à gâteaux étaient remplies de photos d'enfants. C'était pour la plupart des portraits. Portraits d'enfants en noir et blanc, certains très anciens, à en juger par les vêtements portés, par le matériel de puériculture. Je me souviens notamment d'un jeune enfant sanglé dans un cadre de bois avec 4 roulettes qui lui permettaient de se déplacer, l'ancêtre du Youpala. D'autres clichés plus récents portaient au dos une date, inscrite au crayon papier, avec un prénom, mais pas toujours. La plupart sans aucune autre indication. Parfois, sur la photo, 2 ou 3 enfants pris ensemble. Étaient-ils frères ? Enfants confiés ensemble dans une même famille d'accueil ? Des images incompréhensibles, parce que sans explication. Pourquoi ces photos n'avaient-elles pas été jointes au dossier des enfants ? À qui étaient destinées ces photos ?
Dans les dossiers des enfants du service, à cette époque, il n'était pas rare de lire des phrases lapidaires pour caractériser les parents, mais aussi assez lapidaires pour définir en quelques mots les troubles et les difficultés que ces enfants présentaient. Il nous est arrivé aussi de retrouver un paquet de lettres d'une mère pour son enfant, mais ces lettres ne lui avaient pas été remises. Aucune trace non plus de réponse à cette mère écrivant à son enfant. Pas de double de courrier qu'on aurait pu lui adresser à elle qui demandait des nouvelles. Sur le dessus du dossier administratif, on trouvait des éléments d'information, pas toujours fiables, des noms de famille parfois écorchés. Et j'attire votre attention, en tout cas dans les services de l'ASE, sur le fait que j'ai pu piquer des colères mémorables régulièrement lorsqu'on écorchait le nom et le prénom des enfants. Je peux être très colérique. Des noms mal orthographiés, des mentions écrites et biffées concernant la mère. Les mentions concernant le père étaient souvent absentes ou biffées à 2 ou 3 reprises parfois. Et la succession, alors tout à fait méthodique, notée des différents placements et déplacements dans les familles d'accueil. Au dos du dossier figuraient les nombreux déplacements temporaires. Et c'est ainsi que nous pouvions repérer les pratiques de l'époque. Ces enfants étaient régulièrement déplacés d'une nourrice à l'autre. Ils passaient aussi de courts séjours à l'hôpital, chaque été pour les congés de la famille d'accueil ou lorsqu'une épidémie de rougeole ou de scarlatine était déclarée. Logique hygiéniste. Mais ni récit, ni engagement humain. Une institution dont le fonctionnement était caractérisé par l'hygiénisme et le morcellement. Mais par contre, une grande logique d'administration. Dans ces boîtes, des portraits fantômes, sans histoire et sans nom. M'étaient venus alors ces vers de Charles Trenet. Que reste-t-il de nos amours? Une photo, vieille photo. Et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Car la photo n'est qu'un instantané. C'est une tentative de capture de l'essentiel. C'est une image fugitive et figée. Mais c'est aussi une pause qui peut être mensongère pour l'éternité. On se fait beau pour la photo. Raymond Depardon nous dit « On ne sait pas vraiment à quoi la photographie va servir. » Il est photographe. Elle est plus ambiguë. Elle peut recevoir n'importe quelle légende. Dans la photo, il y a toujours du vol. C'est même la force de la photographie, contrairement à l'idée préconçue qu'il faudrait l'accord des gens. Pourtant, d'autres photographes pourraient penser autrement. Un écrivain qui a écrit à partir d'une histoire d'un photographe qui parcourt l'Ouest dans un livre qui vient de sortir en 2011, qui s'appelle « La fille sauvage ». C'est un roman de Jim Fergus, que je vous recommande, c'est magnifique. Il écrit « La mémoire est l'instrument le plus imparfait qui soit. Le souvenir se transforme aisément en révision. L'âge et la distance le ternissent, faisant le jeu du chagrin, de la déception et de l'orgueil. Et l'espoir entêtant de transformer le passé, de l'habiller à notre guise, sera toujours contrarié. C'est pourquoi une mémoire d'homme est par définition suspecte. En revanche, une photographie ne ment jamais. » Alors, pour ma part, je maintiens. Si la photo ne triche pas et si elle peut vous permettre de vous transmettre une émotion, elle est pourtant rarement intelligible en soi. Je vais vous prendre un exemple. Si on fait référence à la photo de famille, mais pas seulement à la photo de famille, mais en particulier à la photo de famille, cette photo demande un récit pour faire sens. C'est bien le regard posé sur la photo, sur celui qui est pris en photo, prisonnier de la photo, qui donne le sens. Je m'explique. Vous prenez une photo d'un bébé de 3 ou 4 mois. C'est vous? C'est lui? C'est moi? Aucun d'entre nous n'est capable de se reconnaître sur une photo de bébé d'un bébé de 3 ou 4 mois si aucun parent, aucun familier, votre tante, votre grand-mère, l'ami de votre mère ou tout autre adulte proche ne vous signifie « C'est toi, te voici là, bébé, j'en témoigne, j'y étais ». La photo-portrait renvoie donc au témoignage, au souvenir, c'est-à-dire à la légende, mot polysémique, la légende d'une photo, nous précise Depardon, pour être intelligible. Et la photo nourrit aussi notre imaginaire. C'est ainsi que les uns et les autres, retrouvant de vieilles photos, de vieux albums, de famille, bien sûr, mais de gens inconnus, notre imaginaire tricote, il échafaude, il construit, il invente. Je vais reprendre notre exemple. Prenons plusieurs photos de bébés. Parmi elles, la photo de nos parents, encore enfants, encore bébés, très jeunes, si nous avons la chance de disposer de ces témoignages.
ce qui n'est pas le cas pour tous ceux dont les familles ont connu la déchirure et l'exil. Le placement aussi, évidemment. Comment pourrions-nous reconnaître nos parents, enfants ou bébés sur une photo si personne d'autre n'en témoigne? Et ce témoignage est dans ce cas forcément marqué par la différence générationnelle. Il faut donc bien qu'un plus vieux que nous en témoigne. La photo ne veut donc rien dire sans le récit, sans les bribes d'un récit transmis, et sans l'imaginaire d'un regard porté sur l'autre, celui qu'on regarde sur la photo, sans la remarque d'un proche qui vous dit « Mais regarde, tu lui ressembles ». J'en tiens pour preuve, encore, ce témoignage de Raymond Depardon qui raconte en 2017, dans l'introduction de son ouvrage, la mésaventure qui était arrivée à une de ses photos prises en Afghanistan, dans un village qui l'accueille. Il écrit « Il y a sur une photo des enfants qui courent dans la poussière. Les femmes me jetaient des noix du haut des terrasses, comme c'est la coutume à l'arrivée d'un étranger, pour souhaiter la bienvenue. Un mois plus tard, je retrouve cette photo sur une double page de Stern, le magazine, avec une légende expliquant que les gens fuyaient les bombardements russes sur les villages afghans. Comment donc se reconnaître dans un cliché présenté, si au préalable, ou dans l'accompagnement de la présentation, nous ne pouvons accéder à une transmission de connaissances qui rendent l'image intelligible? Alors l'album photo, le cahier de vie, qu'un certain nombre d'institutions, pouponnières, services d'accueil familial, maisons d'enfants préconisent, à l'instar du travail qui avait été mené en son temps par Marceline Gabel, effectivement, c'est pas d'aujourd'hui, est bien un des moyens d'inscrire, pour l'enfant déplacé, les dates importantes de sa vie, de garder trace de ses visages familiers que d'ailleurs, pour la plupart, il oubliera, rassurons-nous, avec le temps, mais pour d'autres, il s'en souviendra. Alors, il y aura ses copains de la pouponnière, son auxiliaire référente, ses copains d'école maternelle, sa maîtresse, la famille d'accueil dans le jardin, sa fête d'anniversaire, ses jeux avec le chien, les vacances à la mer, ses premiers pas. Mais aussi, et j'insisterai là-dessus, pas toujours, parce qu'il faudra penser à lui en fournir, parce qu'il faudra que nous arrêtions aussi de penser que le déplacement coupe le lien avec l'origine dans notre façon de concevoir les choses. Pensez à solliciter les parents, ne pas interdire une cohabitation possible dans l'album de l'enfant. Il y aura peut-être des photos de sa mère, de son père, d'une grand-mère, d'une sœur ou d'un frère, placés ailleurs, ou avec lesquels il aura vécu un temps, qu'il reverra ou ne reverra pas. Et dans mon expérience, et surtout que les éducateurs en accueil n'en prennent pas ombrage, je vais surtout parler des assistants familiaux, mais c'est simplement parce que ça a été mon terrain privilégié. L'assistante familiale est souvent à l'origine de cet album, et elle est la fidèle gardienne des souvenirs. Alors je vais vous parler de Lino. Lino a 2 ans lorsqu'il s'installe dans sa famille d'accueil. Le cahier de vie réalisé à la pouponnière est soigneusement conservé, et l'album photo réalisé par l'assistante familiale va prendre le relais. Durant 8 années, le travail de collecte est poursuivi. Les photos témoignent des différents moments de la vie de cet enfant dans sa famille d'accueil. Son entrée à l'école maternelle, les vacances au Portugal, Lino avec Mémé Alfonsina. Mémé Alfonsina, c'est la mère de tonton qui vit au Portugal. Les moments à la plage au Maroc, en Espagne, en Italie. Lino avec tonton, c'est en général comme ça qu'on dénomme le père d'accueil, qui vit au Portugal. Pardon, Lino avec tonton, non, c'est Mémé Alfonsina qui vit au Portugal, excusez-moi. Lino avec tonton, Lino soufflant ses bougies, Lino dans sa chambre avec Elsa, la fille aînée de la fille d'accueil. Lino dans le jardin avec Tata. Tata, c'est le nom courant de l'assistante familiale, que par contre on ne nomme jamais en France mère d'accueil. Lino et Baptiste, son autre enfant confié, qui est arrivé plus tard chez tonton et Tata, et qui a partagé la chambre avec Lino. Après 8 années de vie commune, Lino retourne vivre avec sa mère, sur décision du juge des enfants. Lino quitte sa famille d'accueil, le départ est difficile. La mère de Lino ne prend pas le cahier de vie de la pouponnière. Elle récupère seulement l'album réalisé par l'assistante familiale. En préparant les bagages de l'enfant, l'assistante familiale avait soigneusement emballé l'album et posé sur le dessus de la valise. Quelques jours après le départ de Lino de la famille d'accueil, la mère sonne à la porte de la maison de la famille d'accueil. Elle rend brutalement l'album à l'assistante familiale. Elle n'a prélevé que quelques photos de son fils, celles qui m'intéressaient, précise-t-elle. Comment comprendre ce geste ?
la mère de Lino a-t-elle voulu rendre à l'assistante familiale ce qui lui revient, c'est-à-dire cette part d'histoire partagée avec l'enfant, part qui ne la regarde pas, elle, la mère, et dont elle a été, par la force des choses, exclue. Elle, la mère, qui ne peut pas témoigner, et cette part qui peut lui être insupportable. Insupportable parce qu'elle ne pourra pas en faire le récit. Insupportable parce que ce témoignage de son fils jouant sur la plage, elle n'y était pas. Parce que ces témoignages disent aussi son incapacité, à ce moment de la vie, de sa vie, à être là, en place de famille, auprès de son fils. Lino a eu ensuite l'occasion de dire à son assistante familiale, lors d'une rencontre fortuite, ils se sont croisés dans l'autobus, « Garde-moi le cahier et l'album, je viendrai les rechercher quand j'aurai 18 ans. » L'assistante familiale a continué à alimenter l'album. Le jeune est revenu, quelquefois, le consulter, vérifier. L'assistante familiale précise dans le récit qu'elle me fait la confiance que ce jeune a dans son engagement à elle vis-à-vis de lui. Il sait qu'elle gardera l'album, qu'il pourra revenir, que ses souvenirs d'un temps de son enfance sont en sécurité. Il pourra donc revenir sur ses pas. C'est bien le récit qu'elle peut lui faire et qu'il peut s'adresser lui-même ensuite sur les images de l'album préservé qui vont donner sens aux épisodes de la vie partagée. Cet engagement pris par l'assistante familiale et par les membres de sa famille, bien au-delà du temps de l'accueil, et dans ce temps de l'accueil avec ses limites, qui sont juridiques, institutionnelles, mais ce sont aussi les limites fixées par la mère, dans sa demande entendue par le juge des enfants. Limites parfois difficiles à accepter. Mais pourtant, cet engagement qui subvertit ces limites et qui le dépasse, sans mettre en cause le droit de cette mère, c'est ce qui va permettre effectivement à Lino d'être soutenu, y compris dans l'absence et dans la perte. L'assistante familiale, qui avait travaillé sur cette situation vécue dans le cadre de son diplôme, rappelons que les assistants familiaux aujourd'hui sont diplômés après 300 heures de formation obligatoire, écrit alors en conclusion « La compréhension de ce qu'il a perdu n'a pas disparu. Ce qu'il a perdu est accessible à la parole. Il peut se le représenter. » L'assistante familiale ajoute dans son mémoire « Même s'il ne voit pas l'objet d'attachement, l'enfant se le représente. C'est un lien sur lequel il pourra s'appuyer, y compris à l'âge adulte. » Mais nos institutions sont parfois extrêmement bien organisées, mais parfois cruelles. Quand l'invocation du droit à l'image, aujourd'hui très actif, peut priver l'enfant d'un album de famille. Depuis ces années 1950-1980, qui étaient donc les années avant que j'entre, moi, dans la carrière, comme on dit, et dont je témoignais au début de cet article, de nombreuses évolutions ont eu lieu, autant dans la conception de l'assistance éducative que dans les pratiques des professionnels qui concourent à leur mission. Aujourd'hui, la place des parents qui se trouvent en difficulté dans l'exercice de leur rôle d'éducation et de protection de leurs enfants et le respect de leurs droits, la préoccupation de mettre en œuvre un dispositif qui évite les placements inutiles, abusifs, trop prolongés, ont évidemment conduit à des réformes successives absolument nécessaires, depuis 1984, en passant par mars 2007 et surtout mars 2016. Cette évolution s'est cependant forcément accompagnée de quelques revers, quelques interprétations des institutions et de décideurs qui n'ont pas toujours permis aux enfants placés de disposer d'un droit à une vie ordinaire. J'ai eu la chance de pouvoir écrire quelque chose sur la vie ordinaire des enfants placés. Et je rejoins ainsi les objectifs de votre projet associatif, sur qu'un enfant puisse vivre comme les autres. Je suis très sensible à ça. Par exemple, le respect des dispositions relatives au droit à l'image nécessite des aménagements. Je m'explique. En 1999, l'équipe de rédaction du journal du département, nous étions donc toujours à l'ASE, j'étais toujours dans ce cadre-là, envisage un article, enfin, dans le journal du département, pour présenter un service d'accueil familial. Nous sommes très contents, très fiers. L'ensemble des professionnels est très enthousiaste à l'idée de faire mieux connaître nos missions, notre activité, et puis les questions importantes qui se posent, notre évolution sur la place des parents dans le fonctionnement du service. Mais on me prévient. Aucune photo d'enfant n'est envisageable sans l'autorisation écrite des parents détenteurs de l'autorité parentale. C'est la loi. Mais notre service est héritier de notre ancienne tradition. C'est-à-dire que dans ce service-là, la situation des familles est caractérisée par des difficultés très profondes et peu de parents
excusez-moi, à chaque fois je fais le lapsus, peu de parents sont mobilisables rapidement pour donner leur accord. C'est-à-dire que j'ai pas le temps de les rencontrer, de les rassurer, etc. Alors, nous finissons par trouver une astuce. La photo de présentation du magazine sera aménagée. Les enfants présents, qui sont très heureux d'être là et qui ont témoigné, qu'on pu dire aux journalistes ce qu'ils avaient à dire, ils sont une quinzaine, chacun avec leur assistante familiale, porteront des masques choisis par eux. Un lion, un tigre, un chat, un renard, un écureuil. Afin qu'on ne puisse pas les identifier sans l'autorisation écrite des parents, démarche que nous n'avons pas le temps de réaliser. Mais le respect des dispositions relatives au droit à l'image conduit parfois, encore aujourd'hui, à des outrances de la part de certains services. Des assistants familiaux de façon régulière, soit dans mon service, soit dans le cadre des formations que j'anime, ont pu me transmettre leur grande inquiétude, leur grande angoisse, car il arrive que des services de PMI, ou parfois des collègues, travailleurs sociaux à l'ASE, leur signifient l'interdiction qui leur était faite de prendre l'enfant en photo dans le cours de la vie familiale d'accueil, au motif d'une absence d'autorisation des parents. Mais, plus fort encore, au motif que la figuration de l'enfant sur une photo de famille de la famille d'accueil pourrait être une source de troubles identificatoires pour l'enfant accueilli. Je blague pas, je n'invente rien. Mais alors, quand Tata souffle elle-même ses bougies d'anniversaire, quand l'enfant participe au mariage de la fille aînée avec laquelle il a vécu plusieurs années, on pourrait imaginer qu'il ne puisse pas figurer sur la photo de la famille d'accueil, sauf à demander au préalable l'autorisation écrite des parents, à chaque fois. Et que penser de la situation que j'ai vraiment vécue plusieurs fois, d'un refus d'autorisation pour une petite fille en particulier de 7 ans, la petite dernière, à être photographiée dans le cadre de l'école pour avoir son portrait et surtout sa place sur une photo de classe. Au motif, effectivement, que cet enfant était dans un vide juridique provisoire, puisque l'autorité parentale n'était pas exercée, et dans ce cas, nous avons une requête qui court dans les services, déposée par l'administration départementale pour constater l'état de déblessement, et nous savons qu'il y a encore des délais absolument énormes sur ces questions-là. Et le collègue de l'aide sociale à l'enfance a refusé de signer, dans la mesure où, effectivement, sur le plan juridique, il n'était pas couvert. Et cet enfant a été exclu de toute photo de groupe, au sens photo de famille, c'est-à-dire faire partie légitimement d'un collectif classe. Je vais vous parler maintenant d'Eva. Eva ne veut pas se souvenir. Il n'est pas toujours simple pour les familles d'accueil de préserver ce qui fait témoignage auprès de l'enfant d'une histoire qui est à la fois différente et commune. Après un passage en pouponnière durant lequel un album de vie a été constitué et transmis à l'assistante familiale avec Eva, Eva s'installe dans sa famille d'accueil à l'âge de 2 ans et demi. L'assistante familiale continue à compiler les témoignages de l'évolution de cet enfant. Elle constitue plusieurs albums qu'Eva refuse de regarder pendant tout le temps de son placement, de manière presque systématique. Une fois même, Eva prélève dans un des albums les photos de son père et elle les jette à la poubelle. L'assistante familiale discrètement les ramasse, sans le dire à Eva, et elle les range soigneusement. On ne sait jamais, se dit-elle, peut-être aimera-t-elle les retrouver plus tard. Assistante familiale attentive et prévoyante, clairvoyante, engagée vers l'avenir de cette fillette qui va grandir. C'est bien plus tard, en effet, lorsqu'un projet de vie va s'inscrire pour elle, Eva, son mariage et la naissance de son premier enfant, que cette jeune femme, qui n'a pas gardé de lien avec ses parents, revient vers les cahiers de la pouponnière et les albums photos avec son conjoint, ces albums qu'elle refusait le plus souvent de regarder durant son enfance. Elle revient alors vers le récit d'une histoire qu'elle reprend à son compte, mais à sa façon, dans un récit singulier, construisant pour elle-même et pour son fils nouveau-né une transmission dont le sens lui appartient. Alors avant de conclure, je vais vous faire une petite incursion vers Belle Agnès. Alors, je vais essayer de travailler intelligemment, c'est pas sûr. Je ne suis pas la plus forte là-dessus. Alors, on va regarder si ça marche. Ah, pourquoi ça ne marche pas? Il faut que j'utilise la souris, très bien. Sauf que la souris, elle ne veut pas faire ce que je veux. Je mets suivant, c'est ça? Non, arrête. Merci. Merci beaucoup. Excusez-moi, je suis vraiment confuse, mais voilà.
juste les flèches. Voilà. En bas, en haut. Ok. Donc juste la flèche Là, en bas et pour là. avancer, c'est ça? C'est ça. Bien. Alors, effectivement, cette présentation que je vous fais, c'est une présentation que j'avais déjà faite en 2018 dans le cadre d'une association dont je fais partie qui s'appelle Atelier 2AF. Alors Atelier 2AF, c'est l'atelier de l'avenir, de l'accueil familial. C'est pour ça qu'il y a 2A. On est très prétentieux, vous voyez, on avait envie de travailler sur l'avenir. C'est une petite association qui existe depuis quelques années et qui en fait est héritière, parce que nous aussi, nous avons une histoire, les institutions ont une histoire héritière du GRAP, puisque notre présidente est Denise Basse, qui était présidente du GRAP. Et je faisais partie de ce groupe de travail du GRAP. Et j'ai vraiment été formée essentiellement dans ce groupe. Alors, j'avais intitulé ce diaporama « La langue que l'on parle, il n'y a rien de plus intime ». Et c'était la création de Belle Agnès. Hein. Alors, Belle Agnès, je la rencontre parce que cette petite fille est très, 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 très triste. Je suis à ce moment-là directeur de l'établissement. C'est un très gros établissement, hein, 350 enfants. Et il y a un concours de dessin dans notre association. Et dans ce concours de dessin, cette petite fille a le sentiment de s'être fait voler sa propriété intellectuelle. Et donc, ne pas pouvoir avoir pu concourir. En effet, elle était à côté, installée sur la table, à côté d'une autre petite fille. En fait, une petite fille qui était assez rivale pour elle, puisqu'elles vivaient toutes les deux dans la même famille d'accueil. Et Belle Agnès commence à faire son dessin pour le concours, avec toutes les chances d'avoir des chances de gagner dans sa catégorie. Et la petite à côté copie le dessin. Bah, évidemment, ça, nous, on s'en rend pas compte. Et au moment où le jury se rassemble, les deux dessins se ressemblent beaucoup, sauf que comme l'autre petite est un petit peu plus jeune, le dessin est un peu plus brut et il nous plaît davantage. Et à la fin, je vois dans la salle une petite fille complètement effondrée. C'est Belle Agnès qui, effectivement, explique ce qui se passe. L'éducatrice de Belle Agnès, qui est très auprès de cet enfant, est furieuse. Elle demande d'abord la suppression du concours, et puis elle demande réparation pour le préjudice subi. Et puis je peux vous dire que c'était quand même assez fou. Et bien entendu, on vient me voir, puisque je suis représentante de l'autorité à ce moment-là. Et comme je comprends pas bien ce qui se passe, je dis écoutez, calmez-vous un petit peu, je rassure la petite, etc. Mais je dis, il faudra qu'on se voit. Et puis, je rencontre l'assistante familiale, qui n'est pas à ce moment-là, qui n'est pas au moment de l'incident. Et cette assistante familiale me surprend par, je dirais, la maturité et l'attention qu'elle porte à cet enfant. C'est-à-dire qu'elle a une façon de parler de Belle Agnès qui est assez intrigante. Elle me laisse entendre que cet enfant a quelque chose de particulier. Voilà. Alors, évidemment, ça titille mon intérêt, et on prend rendez-vous avec Belle Agnès. J'ai une idée derrière la tête, et cette idée derrière la tête, c'était de lui dire, après tout, puisqu'on me dit que tu sais dessiner, montre-moi un petit peu ce que tu sais faire, parce que, bon, tu n'as pas gagné le concours, peut-être c'est pas juste, oui c'est vrai, mais je peux te proposer autre chose. C'est peut-être de travailler sur le livret d'accueil. Et après, je suis partie à la retraite, donc je ne sais pas si le livret d'accueil était suivi. Par contre, Belle Agnès a accepté, et elle m'a donné son autorisation, de utiliser et de travailler à partir de ses dessins. Donc évidemment, moi je n'ai qu'un diaporama, les dessins de Belle Agnès qu'elle a fait. Pourquoi je vous présente ça aujourd'hui ? Pas pour vous présenter un livret d'accueil, mais pour vous présenter aussi la façon dont une enfant qui a 7 ans, elle a 7 ans et demi, d'accord ? Donc elle n'est pas vieille, peut raconter de sa place son histoire, sachant que je ne lui ai pas demandé de raconter son histoire. Je lui ai demandé de faire des dessins pour raconter de sa place comment elle pourrait dire aux enfants ce que c'est que de vivre en famille d'accueil. Et forcément, elle raconte son histoire. Alors je vais essayer de vous les commenter rapidement. Vous voyez, Belle Agnès, pour dire bienvenue. Alors, l'ordre du diaporama, avec les grands titres, on s'est mis d'accord toutes les deux. Par contre, les commentaires que je vais vous faire, c'est à la fois ce que j'ai compris et l'objet de notre dialogue ensemble. Alors, Belle Agnès, vous voyez, elle représente Tonton et Tata. Vous voyez bien ? Parce que moi, je ne vois pas si vous voyez. Oui, c'est assez clair. Alors, Tonton et Tata, franchement, quand on est famille d'accueil, ça donne envie d'être représenté comme ça. Ils sont magnifiques, je ne sais pas si vous avez vu quand même. Ils sont dans un haut de cœur, et puis ils sont roi et reine de cœur, d'accord ? Et ils sont très beaux, ils ont les bras levés. Elle a fait ça toute seule, faut le savoir. Parce que j'avais vu ses dessins antérieurs où elle faisait son monde imaginaire. C'était vraiment extraordinaire, vraiment. Donc voilà. Et puis, vous avez vu que non seulement ils ont des bulles pour dire qui ils sont, et Belle Agnès est en bas, elle est très heureuse d'être accueillie, mais en plus, il parle avec des notes de musique. Et ça, c'est une trouvaille de Belle Agnès.
Quand je lui ai demandé, mais c'est quoi ça? Elle me dit, ben, il parle. Je lui dis, mais il parle? Oui, il parle. D'accord? Voilà. Donc elle a 7 ans, elle écrit en lettres bâton. Ok? Elle n'écrit pas en écriture cursive. Ok? Mais par contre, vous voyez, elle s'est inventée un langage. Voilà la première diapo. La deuxième diapo, c'était moins élaboré, mais quand même. Regardez comment elle écrit enfant. C'est joli, hein? Voilà. Et Tata et Tonton. Ça, c'est, en fait, je l'ai gardé quand même, mais je pense que c'était son premier jet, on va dire. Hein, voilà. C'est comme Léonard de Vinci. C'est bien de voir ces vieux dessins, ces dessins avant. Voilà. Voilà. Donc c'est ma petite de Vinci. Voilà. Comment va être ta chambre? Alors, regardez bien ce dessin parce que vous retrouverez la thématique. On est vraiment là sur une artiste. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a un motif récurrent. Alors le motif récurrent, il est représenté par les 2 doudous. Vous avez vu les 2 doudous sur le lit, hein? Il y a une armoire, il y a un lit avec la couverture bleue, il y a 2 doudous. Vous allez les retrouver, ces 2 doudous. Et puis vous avez cette petite fille qui est debout sur le bureau. Et puis vous avez cette fenêtre. Et regardez bien que dans la chambre, il y a de la lumière, c'est chaleureux, il y a un beau rideau rouge, mais dehors il pleut. Vous avez vu le petit personnage? À l'extérieur, quand même, il faut se protéger un peu, hein? Il faut avoir un parapluie. Voilà. Mais là, elle est rentrée au chaud dans la chambre. L'école et les devoirs. Bah, écoutez, Belle Agnès, elle investit pas mal l'école, vous voyez. Alors, elle a amené son cartable, et puis elle est devant le tableau, parce qu'elle est en train d'apprendre les chiffres. Et vous avez vu que c'est un 7 qui est marqué. Elle a 7 ans. Voilà. Et l'école. Vous avez de nouveau le rideau. Par contre, on reste à l'école très tard, hein, parce que vous avez vu qu'il y a des étoiles dans la nuit à l'école. Hein, voilà. Et puis, on peut même faire des marionnettes à l'école. L'école et les devoirs, alors là, c'est encore, vous voyez, l'institutrice, et puis Belle Agnès. Puis à un moment donné, je lui dis, et elle sait compter, par contre. Elle sait compter. Enfin, elle est assez douée. Voilà. Alors, je lui dis, est-ce que tu pourrais représenter, ça faisait partie des titres, on s'était mis d'accord ensemble, est-ce que tu pourrais représenter comment c'est quand tu vas voir papa, maman, grand-père et les frères et sœurs? Ça faisait partie des questions qu'elle s'était posées. Hein, on a eu plusieurs séances, on a eu 3 rencontres ensemble. Je l'ai toujours rencontrée avec l'assistante familiale. Toujours. Voilà. Et en fait, alors Belle Agnès, elle dit, voilà, là je suis avec papa, avec la nouvelle femme de papa, et puis avec mon petit frère. Mon petit frère, il est placé dans une autre famille d'accueil, mais on va ensemble chez papa. Et puis là, c'est moi. Et vous voyez, on est prudent, il y a quand même un stop. Voilà. Et puis, il y a quand même une voiture, et puis quand même, tout le monde est content. On va dans la maison de papa, dans une configuration tout à fait recomposée. Belle Agnès, dans l'ensemble de ce parcours, ne parlera jamais de sa mère. Elle ne la voit plus. Je n'ai pas posé la question. Je n'ai pas été l'enquiquiner là-dessus, on va dire. Je n'ai pas été la questionner. Il fait beau, quand même. Hein. Alors, quand on sort avec Tata. Alors, Tata, elle est chic, hein. Ouais, c'est vrai d'ailleurs. Et puis Belle Agnès aussi. Voilà, elles sortent toutes les 2. Et vous voyez que cet enfant est capable de représenter aussi quelque chose d'un lien tout à fait singulier avec cette dame qui a quand même 3 accueils, plus ses propres enfants. Hein, et qui, j'allais dire de ma place de directeur, fait le job, vraiment, et le fait vraiment remarquablement. Voilà. Quand on joue ensemble, quand Tata, elle raconte des histoires et avec ses enfants. Alors en fait, très clairement, là, Belle Agnès, elle représente Tata, la dernière fille de Tata, pas tous les enfants, celle qui est la plus proche de Belle Agnès. Et puis l'autre enfant placé, vous savez, la coquine qui lui a volé son dessin. Voilà, elles sont là toutes les 2, et puis avec la dernière fille. C'est-à-dire, en fait, c'est les plus jeunes de la maison. Hein, voilà. Et puis, quand Tata gronde ou qu'elle se fâche, ben oui, parce que l'éducation quotidienne, c'est pas juste des petites fleurs roses et des petits cœurs. Alors, il y a toujours ce petit personnage dehors, ce rideau, et puis là, on est dans la chambre, et Tata, elle a vraiment pas l'air contente. Hein, elle est à côté de la porte, elle est franchement pas contente. Vous avez vu qu'il y a toujours le doudou? Vous le voyez, le doudou? Hein, et puis Belle Agnès, ben oui, elle pleure. D'ailleurs, on voit pas bien, mais il y a une petite larme au-dessus de sa tête. Hein, voilà. Et elle a représenté ça, je crois, 2 fois. Oui, voilà. La deuxième fois, on est de nouveau dans la chambre. Dehors, il y a toujours ce petit personnage avec son parapluie. Il pleut, il y a toujours ce beau rideau rouge. Il y a toujours cette chambre. Tata est pas contente du tout. Les 2 doudous sont là. Vous voyez, il y en a un qui est rangé et puis l'autre qui n'est pas rangé. Et Belle Agnès pleure. Hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose d'assez authentique dans la façon dont cet enfant témoigne de sa vie. Quand Tata est malade ou qu'elle part en vacances, ben oui, parce qu'aujourd'hui encore,
nous déplaçons les enfants, nous sommes obligés de le faire. Hein. Nous ne sommes pas les meilleurs des meilleurs, y compris dans notre fonctionnement institutionnel, mais des fois, on ne peut pas faire autrement. Alors, Belle Agnès, elle ne va plus comme dans les années 50, 60, 70 à l'hôpital, heureusement. Elle va chez une autre tata ou chez la tata de son frère, chaque fois qu'on peut. Hein. Donc là, alors regardez bien ce dessin parce qu'il est vraiment étonnant. D'abord, Belle Agnès est très attentive au code de la route. Hein. On roule à 30 à l'heure. D'accord ? On a une voiture. Et puis, la tata, elle est en violet. Et puis, le tonton est derrière. Et Belle Agnès, elle est avec sa valise. Vous voyez ? Elle a une très jolie valise à roulettes. Et puis là, c'est les autres enfants qui sont chez tata. Par contre, sa tata, elle est dans l'avion. Vous voyez l'avion au-dessus ? Ben, c'est quand tata, elle part au Maroc. Parce qu'en fait, au Maroc ou en Algérie, je ne sais plus, tata, elle n'a pas le droit d'emmener Belle Agnès. Parce que nous n'avons pas l'autorité parentale, et en plus, l'accord de l'autorité parentale, et en plus, ce sont dans des zones qui aujourd'hui sont interdites pour les enfants placés, en tout cas à l'ASE, c'est la position. Donc effectivement, elle ne part pas. Elle ne peut pas partir en vacances avec tata, c'est pour ça. Mais Belle Agnès, elle dit tout ça dans son dessin, y compris l'avion. Des fois, je vais chez mamie ou en colonie aussi, quand tata est dans l'avion. Hein, et puis vous voyez que le départ en colonie ou chez mamie, bah, c'est pas forcément triste. Par contre, attention, il y a encore des panneaux, hein. Il y a des panneaux, méfiance, méfiance. C'est pas si simple que ça, ces déplacements. Hein. Alors 31 à l'heure, on y va un tout petit peu plus vite. Mais attention, c'est pas si simple que ça. Alors, des fois, on va voir le juge. Le juge décide si on reste ou pas. Ces phrases-là sont de Belle Agnès, hein, je les ai notées sous sa dictée. Et des fois, oh, c'est joli, on rend visite au juge pour lui demander des choses importantes. Et puis, dans ce dessin, elle représente sa visite au juge, mais aussi sa visite quand elle va à l'ASE. Et alors, vous voyez, le juge dit oui. Vous voyez, c'est ce personnage-là, enfin le juge. Hein. Et puis, la gamine est très heureuse, elle dit « Tata !» Super, ça veut dire qu'elle va rester. En tout cas, c'est comme ça qu'elle me le traduit. Et dehors, il y a toujours ce petit personnage, ces deux petits personnages. Mais qui est derrière la porte ? Peut-être le travailleur social qui l'attend pour la raccompagner ? Je ne sais pas. Tata reçoit de l'argent pour m'acheter des vêtements. Vous savez que ça, c'est pas un souci pour les enfants. Ils vivent ça de manière assez simple, si on n'en fait pas toute une histoire. Nous, adultes. J'ai 7 ans, c'est Tata qui choisit pour moi, puisque je lui demandais. Mais vous voyez que quand même, quand Belle Agnès et Tata vont faire des courses, ça en jette. Hein. Franchement, elles sont belles, hein. Elles sont vraiment belles. Franchement, ça donne envie. Hein. Moi, je vais aller faire des courses avec la Tata de Belle Agnès. Voilà. Et on va au magasin. Et c'est franchement très joyeux. Et voilà. Et puis, la dernière question que me pose Belle Agnès, et là, moi, je sèche, parce que c'est à moi qu'elle pose la question. Elle me dit, mais je voulais te demander, et quand on devient grand, à quel âge on part ? Alors, Belle Agnès, eh bien, c'est la jeune fille en vert. Vous voyez que Belle Agnès, elle s'est représentée grande. Elle ne va pas quitter Tata avant de devenir presque aussi grande qu'elle. Aussi jolie. Vous avez vu, elle a un sac à main, elle a tous les attributs d'une féminité assumée, avec des boucles d'oreilles. Elle est grande, elle va vivre son destin. En arrière-plan, tonton, l'autre petite fille qui est restée franchement très petite, hein, d'accord ? Et la fille de Tata, qui n'est pas aussi belle et grande que Belle Agnès, alors qu'elle est un peu plus vieille qu'elle, hein, qui effectivement, disent au revoir. Mais Belle Agnès et Tata, je crois, ont fait un beau parcours de vie ensemble. Et on peut penser que Belle Agnès, malgré ses faiblesses, malgré ses failles, malgré le fait qu'elle met régulièrement des panneaux pour dire « attention, 30 à l'heure, attention, n'allez pas trop vite », eh bien, elle sait qu'elle a un désir, et que Tata a un désir aussi avec elle, qu'elle ne parte que lorsqu'elle pourra être en capacité d'être aussi grande et belle que ça, et aussi assumée. Voilà, pardon, excusez-moi, ça ne me regarde plus. Voilà, je voudrais conclure. Pour vous dire que l'enfant dit souvent à l'adulte qui s'occupe de lui, « raconte-moi encore ». C'est pour tous les enfants l'engagement d'une parole, ce récit de l'adulte vers l'enfant, et puis dans cet échange entre l'adulte et l'enfant. Raconte-moi encore, dis-moi, c'est qui sur la photo ? Mais je te l'ai dit 100 fois. Mais non, dis-moi encore, c'est qui là sur la photo ? C'est bien ainsi que l'histoire d'un enfant se construit, avec d'autres humains.
dans cette interrelation, ces humains engagés auprès de lui dans un quotidien qui se nourrit de récits, et que donc bien au-delà de clichés instantanés qui ne capturent qu'une image éphémère et figée, le sens lui apparaît et fait continuité pour lui. Cette relation, lorsqu'elle se construit et s'organise entre un enfant et une famille d'accueil, s'engage dans un espace et un temps balisé, limité par un cadre légal, celui de la décision judiciaire, soumis aux aléas du fonctionnement institutionnel aussi, et aussi, le rappeler, soumis aux limites parfois de la famille d'accueil, qui ne peut pas toujours tenir aussi longtemps qu'il serait nécessaire. Mais c'est bien dans cette relation unique et singulière que se construit l'engagement de la famille d'accueil, et en complément, mais pas en concurrence, en complément, en additionnant celui de la famille de l'enfant confié. Et Belle Agnès en témoigne bien. L'engagement institutionnel dans lequel s'inscrit tout professionnel, éducateur ou assistant familial, l'assistant familial avec le concours de sa famille, par la signature d'un contrat de travail, d'un contrat d'accueil, va bien sûr préciser les limites de la place que l'enfant vient occuper pour un temps dans l'espace et dans l'histoire de la famille d'accueil. Pour autant, pour ces enfants qui sont si souvent privés du récit de l'histoire collective de leur propre famille, histoire collective de leur propre famille qui se délivre si difficilement de la honte, de la marque d'infamie, c'est-à-dire qui touche effectivement l'image sociale et l'image de soi-même, dont ils se sentent marqués, une histoire souvent incohérente, errante, culturellement différente ou marginale, générationnellement touchée, abîmée par des non-dits ou des accidents. C'est pour autant quand même, avec ces enfants qui sont privés de la fierté de cette histoire collective personnelle, avec une filiation qui est souvent peu abordée avec eux, sauf hélas sous l'angle traumatique ou défaillant, et nous devrions nous questionner un petit peu sur la façon dont nous travaillons avec l'histoire de l'enfant. La place occupée dans l'album de la famille d'accueil, ou du lieu collectif dans lequel ils grandissent, peut constituer un point d'appui pour construire une identification suppléante, bâtir un récit qui tienne pour la génération d'après, dans cette constitution d'histoire partagée. Ceci demande, cependant, qu'une place, plus ou moins vacante, soit laissée à l'histoire familiale, pour que ces enfants qui viennent d'ailleurs restant des invités, des hôtes, des enfants issus d'un exil de leur propre histoire, pour que cette singularité qui les habite soit respectée et non rabattue au pire, celle des motifs de leur placement, qui ne peut pas être le tout de leur histoire. Car nous dit Martin Winkler, les fictions qui constituent un individu coexistent toutes à un moment donné, mais elles ont sédimenté peu à peu et se replacent sans cesse. Je vous remercie. Juste vous remercier pour la qualité de votre présentation. Je trouve très émouvant, notamment les dessins. Là, je pense que ça a renvoyé à tous les professionnels quelque chose de fort. Merci beaucoup. Je voulais moi aussi vous remercier, Anne-Marie, pour cet exposé vivant et riche. Et tout à l'heure, nous avons un petit peu échangé sur les évolutions, sur les transformations à venir. Et vous m'avez expliqué combien c'était aussi important de ne pas entrer dans le formatage de modèles tout faits, tout prêts. Et j'ai retenu dans toutes vos paroles la notion d'engagement, c'est-à-dire que l'album n'a de sens, l'histoire n'a de sens que dans une relation à l'autre, la relation avec les personnes qui vont s'occuper de l'enfant. Et j'aimerais bien que vous repreniez un petit peu cette histoire de attention aux modèles existants, attention aux prêts à penser. Moi, j'ai vu des propositions de
de livres, il y a même des endroits où il y a un prêt à penser, on donne aux enfants un sac à dos avec tout le matériel qui est préparé pour construire leur histoire. Et ça pose question. Donc si vous voulez, parce qu'au NI, on est plutôt dans la créativité, dans l'adaptation aux enfants et aux ressources, y compris des professionnels. Donc c'est ça que je voudrais vous demander, que vous précisiez un petit peu. Merci. Merci. Alors, il se trouve que, effectivement, j'ai quand même exercé de longues années des fonctions d'encadrement. Et donc, avec tout le côté asséchant et aride que ces fonctions impliquent. Et je crois qu'il y a quelque chose, peut-être le message que je pourrais transmettre vraiment aux professionnels d'aujourd'hui, c'est de faire extrêmement attention au risque de la distorsion institutionnelle. C'est-à-dire qu'à vouloir trop bien faire, on finit vraiment par faire des dégâts. Je vais vous citer un exemple, 2-3 exemples qui me viennent à l'esprit et qui sont vraiment d'expériences partagées. Hein. Par exemple, sur la question de la constitution d'outils. Hein. Nous sommes, et en particulier dans l'associatif, hein, donc là, moi j'ai quand même travaillé dans l'associatif une dizaine d'années, dans l'associatif, nous sommes soumis, beaucoup plus d'ailleurs que nos collègues de l'ASE, faut le dire, hein, quand même, à des exigences qui sont à la fois remarquables, c'est très important, hein, notamment, je pense à la question de l'évaluation interne et de l'évaluation externe. Donc, il y a des obligations extrêmement importantes, mais qui nous conduisent nécessairement, et en tant que directeur, je peux vous dire que forcément on y est, et on est dedans, à la constitution d'outils qui puissent être présentés de la manière la plus satisfaisante possible pour effectivement valoriser l'institution. Jusque-là, c'est pas scandaleux, c'est normal, on est dans le job. Hein. Mais on peut finir à un moment donné par trop tirer du côté de la présentation sur papier glacé, magnifique, d'un livret d'accueil, qui va nous coûter un bras, d'accord, ou d'un album de vie modélisé, qui va nous coûter un bras, parce que ça coûte cher quand même, parce qu'en plus on va avoir un styliste, enfin, etc., etc. Et que, avec mon expérience, je peux dire aujourd'hui que, notamment dans l'institution, nous avons eu des outils magnifiques, magnifiques. Nous avons fait une plaquette d'accueil pour les parents, un livret d'accueil pour les parents. Nous avons fait une plaquette pour présenter les visites médiatisées. Nous avons 3 livrets d'accueil pour les enfants qui sont remarquables. Et évidemment, à mon grand désarroi, je me rends compte, au bout de 2 ans, 3 ans, que les éducs qui sont là ne les utilisent pas. C'est-à-dire que on jette l'argent par les fenêtres. Alors, on peut toujours, en tant que directeur, forcément, on fait la grosse voix en disant, enfin, bonsoir, on fait des réunions de service, on explique, on machin. Oui, mais au fond, derrière ça, il faut peut-être que l'on revienne à quelque chose d'une forme de modestie. C'est pas facile d'être complètement modeste quand on est directeur d'établissement, je vous le dis, hein, vraiment. Parce que derrière, vous avez le poids dans le dos. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on vous demande des choses, c'est très compliqué. Donc il faut beaucoup se surveiller, on va dire. Hein. Et peut-être se dire que peut-être qu'il y a des choix à faire et qu'au fond, prendre le temps dans l'institution, et ça coûte de l'argent aussi, d'avoir tous les ans un cursus de réflexion institutionnelle sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui, de l'utilisation. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous l'utilisez? Est-ce qu'il sert à rien? Est-ce que vous l'avez balancé? Est-ce que vous utilisez des feuilles blanches, des machins, des bricolages, etc. Ce que j'ai vu de plus beau, c'est vraiment des choses qui ont surgi. Je pense particulièrement à une éducatrice qui, en plus, ne savait pas si elle aurait le droit de le faire. Donc elle était venue avec son chef de service, c'était une grosse institution, hein, donc moi je voyais pas les gens tous les jours. Hein. Enfin, voilà. Donc une grosse institution, et elle arrive assez timidement pour me dire qu'elle est en train de préparer le retour d'un petit garçon qui est arrivé à quelques mois chez nous et qui va rentrer chez sa mère, une maman fragile. Hein. Donc on tient ça comme ça et on prépare le retour chez sa mère de cet enfant qui est un petit peu plus grand, qui est en école maternelle. Et en fait, cette éducatrice prépare, construit, avec l'assistante familiale, un album, non pas pour l'enfant, pour la mère. Pour la mère parce qu'elle se dit que ce n'est pas possible que cette maman ne puisse pas avoir comme cadeau
quelque chose qu'on va lui donner, donc y compris il y avait quelques photos qui avaient été prises quand elle venait avec son enfant, elle avait accepté, mais quelque chose qui lui soit transmis, hein, voilà. Alors ça, je dirais d'une certaine manière, par pitié, ne le modélisons pas. Une éducatrice, il y a très longtemps, accompagne une petite fille, après plusieurs années de prise en charge en accueil familial, vers une adoption. C'est pas une adoption facile, cet enfant a des troubles et les parents sont un peu hésitants. Ils ont demandé plusieurs visites médicales vérifiant l'état de cet enfant avant d'accepter. Donc vous voyez, on part en adoption avec quand même quelque chose d'un petit peu hésitant. Et l'administration nous dit non, il n'est pas question de remettre quoi que ce soit à cet enfant sans l'accord des parents adoptants. Les parents adoptants nous disent bon, ça suffit, circuler, maintenant, c'est bon. Et nous prenons la décision que cette éducatrice, qui était très engagée humainement, écrive à cet enfant et que cette lettre cachetée au nom de l'enfant soit versée à son dossier pour qu'un jour elle la retrouve sans passer par ses parents qui sont si ambivalents. Ça ne se modélise pas. Nous avons eu la chance de tomber sur des administratifs ALSE qui n'ont pas refusé. Mais là, ça s'invente, au sens où ça surgit, hein, ça éclot. Par contre, ce qui ne peut pas s'inventer, c'est vraiment la détermination institutionnelle à ouvrir la question, à laisser la question ouverte, à travailler la question. C'est-à-dire, prenons du temps pour la travailler. Mais la modélisation, on en a besoin. Mais attention, prudence. Juste pour finir sur la modélisation et ses effets complètement distordus. Distordus. Eh bien, dans un service, on envisageait que les assistantes familiales doivent remplir le cahier de vie. Mais on envisageait aussi qu'une fois par trimestre, on ramasse les cahiers. Voilà. Je ramasse les cahiers. Voilà. Et ça, alors ça, c'est juste mortifère. C'est-à-dire ça, c'est juste le côté anthropique, vraiment, hein, de l'institution. Par principe, une institution est une logique d'ordre, mais par principe, la logique d'ordre est contre la vie. Donc, il faut lutter tous les jours, à tous les niveaux de l'institution, pour se dire, attention à ce que mon besoin d'ordre et de mettre en carré, parce que c'est plus facile à gérer, ne viennent pas écraser les petits brins d'herbe de la vie. Et ça, c'est vraiment une discipline de l'ensemble de l'institution. Il me semble avoir aperçu du côté de votre fondation, et je ne veux pas vous cirer les pompes, hein, c'est pas ça. Hein. Puis voilà, je suis à la retraite, je sais plus. Mais vraiment, il me semble avoir repéré vraiment là que les petits brins d'herbe étaient bien vivants. Voilà, donc je vous en remercie.